Bonsoir tout le monde. Toujours un plaisir d'écouter les échanges qui sont assez riches. En fait, moi, je voudrais revenir sur la personne qui dit que elle est rentrée à 500 000 et trouvait que ses collègues étaient à 1 million. Et moi, j'ai juste quelques conseils à lui donner, ayant été dans le même cas. C'est-à-dire, la première chose à ne pas faire, c'est de baisser les bras. C'est de se dire, oui, on fait le même travail, les autres ont 2 fois plus que moi. La première chose à faire, c'est qu'il faut qu'il travaille dur et qu'il accepte toutes les tâches en griffe que je dirais ingrates qu'on va lui confier. L'autre chose, il doit se faire incontournable dans la société. Quand je dis incontournable, c'est quoi? En réunion, généralement, on a des actions qu'on veut confier à des gens. De facto, tout le monde dit oui, moi j'ai trop de travail, je peux pas, etc., etc. C'est des occasions pour lui de se montrer. C'est-à-dire, c'est des activités qu'il faut prendre. Peut-être que tu vas descendre à 19h, 20h pendant une semaine, mais ça te permet de livrer de bons contenus et d'être bien vu niveau et management. À un moment où tu deviens incontournable, à tous les coups, c'est sûr que tu es apte à avoir des augmentations. Mais bon, on ne va pas se voiler, je ne sais pas dans quel secteur d'activité il est, mais on a des grilles salariales qui sont assez rigides. C'est-à-dire que ça va être difficile de quitter de 500 000 à 1 million en 5 ans. Mettons même peut-être en 10 ans. Donc ça m'amène à lui dire, quand tu es bon, tu maîtrises ce que tu as fait, tu es reconnu par le top management. C'est le moment, je pense, il y a un qui l'a dit dans le groupe, c'est le moment pour toi, si tu as des opportunités pour quitter, il faut le faire. Parce que c'est en quittant que ce gap que tu as eu à l'entrée, que tu peux le compenser. Donc moi, juste une histoire pour qu'ils sachent que ce que je dis est faisable. Moi, dans une structure, on m'a recruté et je pense que dans le groupe aussi, on l'a dit. On a fait les échanges au téléphone. On m'a dit, oui, combien tu veux? J'ai dit 500 000. On m'a dit, OK pour 500 000. Mais sauf que je ne savais pas que dans la structure, ils étaient payés sur 15 mois. Donc, arrivé, le DRH me dit, bon, vous avez dit vous voulez 500 000, donc 500 000 multiplié par 12, ça vous fait 6 millions. Okay. Et il me demande est-ce que vous êtes d'accord pour 6 millions. Je dis, oui, 500 000 fois 12, ça fait 6. Okay. Et un mois, quand je commence à travailler, je vois qu'au lieu de 500 000, j'ai moins que 500 000. Okay, et quand je me plains, c'est là, on me dit, non, on est d'accord, on était tombé d'accord sur 500 000 francs et sur 6 millions là. Et eux, ils ont divisé par les bonus qu'ils donnaient. Donc, quand tu rentres déjà dans une structure avec cet handicap-là, tu n'as que 2 choix. Soit tu baisses les bras ou bien tu travailles dur. Donc, moi, c'est l'option que j'ai eu à faire. Mais c'est comme je dis, les grilles sont rigides. Après 5 ans, j'ai eu une opportunité. Quand je regarde le gap entre ce qu'on me propose dans le nouveau travail et en restant là-bas, même à ma retraite, je suis même pas sûr de rattraper. Et tu vois, dans ce genre de conditions-là, c'est les gens qui parlent de toi. C'est-à-dire, à la limite, tu postules pas. On va dire, il y a un tel qui est ici qui fait du bon travail. Les gens viennent vers toi. Et quand ils viennent vers toi, à la limite, c'est ton prix, quoi. Tu donnes un prix, tu n'es pas stressé, tu es bien où tu es vraiment zen. Et puis voilà. Donc vraiment, il n'a qu'à s'armer de courage et puis continuer à travailler dur. Et il ne faut pas regarder les autres. Regarde toi-même et te demande-toi, est-ce que tu es bien dans ce que tu fais? Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Et après tout, c'est ça le plus important. Tu vas avoir quelqu'un qui a 1 million, mais quand tu es arrêté, on dirait que c'est plutôt toi qui as 1 million. Parce que tu es heureux, tu es bien habillé, tu sens bon. Voilà, tu respires une zénitude pas possible. En tout cas. Et puis pour finir, je pense qu'il y a une personne qui parlait aussi des gens qui bougent beaucoup. Alors,
pour moi, c'est pas mauvais en soi. Généralement, quand vous voyez des gens, enfin, un gris instable, c'est que c'est des gens qui ont de très bonnes capacités. Parce que si une société accepte de recruter et que tu fasses 6 mois, tu pars, une autre te recrute, c'est que techniquement ou en tout cas opérationnellement, tu as de très bonnes qualités. Et pour moi, il ne faut pas s'en rougir. Moi, j'ai eu cette question à 2 entretiens. On me dit, mais quand on regarde votre CV, on voit que vous durez pas. Je dis oui. Et on me demande, la dernière, on me demande, mais qu'est-ce qui prouve que vous allez durer? Je dis, recrutez-moi d'abord et on verra. Et là, ça fait 7 ans, je suis avec eux, je suis content, je suis heureux. Exactement. Voilà. Ouais, c'est ça que je parlais. Je dis, quand tu trouves en fait la bonne entreprise, tu n'as même plus envie de bouger. Bien au contraire, quand tu déposes tes valises, voilà, c'est comme la terre promise. Toi-même, tu commences à déployer ta tente. Eux-mêmes, ils vont savoir même que non, genre, le gars est là pour rester. Mais en tout cas, exactement. Franchement, Wenceslas, pour tes interventions, toujours pointues, toujours droit à l'essentiel en tout cas. Merci beaucoup. Donc, j'ai envie de dire déjà à Lano, bon, en tout cas, pour répondre à la question de Wenceslas, Lano, en tout cas, ne ressemble pas à quelqu'un qui touche 500 000. Hein. Il ressemble à quelqu'un qui est dans les 2 millions. Donc, c'est pour bientôt. Mais je dirais surtout que c'est tu vois, tout le monde l'a dit en fait. Il faut tirer le maximum d'expérience, apprendre le plus possible, continuer à se développer et tout, te concentrer sur ton master si c'est possible. Faut faire des certifications, des trucs bien spécialisés, surtout dans ton domaine. Genre voilà, tu peux faire des trucs bien spécialisés et tout. Tu cherches une niche et tu te spécialises là-bas en fait, de telle sorte que demain, comme Wenceslas l'a dit, c'est les gens qui vont venir vers toi. Les gens vont dire c'est lui justement qui est c'est moi, qui est bon par rapport à ci, c'est lui qui est bon par rapport à ça. Et là en ce moment, c'est toi qui fixes ton prix. Donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc là, j'ai une main levée. Kantara. Donc Kantara, tu as le micro. Tu as la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Kantara. Oui, ça va, c'est Kantara Global depuis le Mali. Je suis au Mali, je suis malien. Enchanté. Oui. Au fait, j'ai pris le train, mais comme c'est à l'ORH, voilà, j'ai une question à poser aux experts, quoi. D'accord, nous t'écoutons. Oui, en fait, moi, je viens de faire un entretien. Okay. Ça fait presque 2 semaines. Bon, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas reçu de retour de la part de l'entreprise. J'aimerais savoir s'il est bien de les recontacter ou d'aller directement les voir pour demander des informations concernant l'entretien. Si c'est la personne est déjà choisie ou bien le process est toujours en cours, quoi. Voilà, c'est la question que je voulais poser, quoi. D'accord. Alors, je vais laisser Sosten répondre. Alors, merci. Je pense qu'en matière de timing de retour pour les entretiens, le premier sujet est d'ordre RH. Je pense qu'il y a des RH qui sont avec nous également pour ce débat. Et le premier sujet est d'ordre RH parce que au moment des entretiens, nous devons préciser le timing dans lesquels nous allons faire le retour aux candidats. Donc, il nous revient déjà d'avoir un planning assez structuré et d'être assez transparent lors du processus de recrutement. Alors, après, lorsque vous vous retrouvez dans une position où il y a 2 semaines, vous avez fait un entretien, vous n'avez pas eu de retour jusqu'à ce jour, vous avez la possibilité déjà, après 2 semaines, c'est plus 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous pouvez recontacter le recruteur en posant le sujet avec beaucoup de tact, juste pour savoir si le processus est toujours en cours, parce que c'est une entreprise qui vous intéresse beaucoup et qui vous parle beaucoup, sans pour autant donner l'impression au recruteur que vous êtes en train de commander un poste. Tout va dépendre de l'approche, de la formulation et des mots que vous allez utiliser. C'est un peu comme, oui, bonjour, j'ai passé un entretien avec vous il y a 2 semaines, j'étais très heureux de venir vers vous, de connaître encore beaucoup plus l'entreprise. 2 semaines, je suis là à attendre. C'était juste pour savoir si le processus était toujours en cours ou s'il était déjà bouclé. Formuler de cette façon-là,
ça ne fait pas de vous un demandeur d'emploi, mais juste quelqu'un qui est motivé pour une entreprise qui peut-être lui parle beaucoup. Maintenant, aller vers l'entreprise directement en physique, c'est pas forcément ce qui est conseillé parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de les joindre si vous avez le numéro du recruteur. Toujours est-il que la vraie problématique, c'est beaucoup plus au niveau de nous qui sommes des recruteurs, qui sommes des RH, qui sommes des DRH, c'est que nous devons pouvoir alléger la tâche aux candidats en leur faisant vivre une expérience candidat exceptionnelle. Et l'expérience candidat exceptionnelle passe par la transparence et la communication que nous mettons en place au cours du processus de recrutement. Lorsque le candidat, nous finissons un entretien avec lui, si c'est dans un délai d'une semaine qu'on doit lui faire le retour, nous devons lui faire le retour. Maintenant, les cas que nous rencontrons, où ça ne dépend pas du RH que le processus traîne, c'est de pouvoir faire également un mail au candidat pour le faire comprendre que le processus est toujours en cours, quand bien même le timing défini au départ est en train d'être dépassé. Ça permet d'alléger le stress du candidat et de lui porter l'information. Oui, je suis totalement d'accord. Aliane ? Oui. Et pour terminer, je vais juste ajouter quelque chose. Au moment des entretiens, posez toujours la question, alors c'est quoi la prochaine étape ou c'est quoi les prochaines étapes? What is the next step? Il faut toujours poser la question. Si eux-mêmes ils ne prennent pas la peine de le dire, vous dites toujours c'est quoi les prochaines étapes. Il y en a qui vous diront oui, alors la prochaine étape c'est qu'il y aura un autre entretien, on vous fera signe. Maintenant tu peux poser la question de savoir, alors à partir de quand je peux espérer avoir un retour? Quand tu dis ça, lorsque tu appelles en ce moment-là, c'est totalement légitime. À partir de quand je peux espérer avoir un retour? Il y en a qui te diront oui, dès que c'est bon et tout. Tu dis bon, en fonction du programme et tout, je sais que vous êtes chargé, mais est-ce que je peux avoir une date? Si on te donne une date, il y en a qui te diront dans 2 semaines, dans 3 semaines. Prends cette date-là et tu marches avec. Si au bout de 3 semaines, tu n'as pas de retour, tu appelles. Si au bout de 2 semaines, tu n'as pas de retour, tu appelles. Ah oui, allô, monsieur Galiam et tout, vous m'avez dit au bout de 2 semaines, je devrais avoir un retour. J'appelle juste pour savoir si est-ce que à votre niveau, voilà, le process est toujours en cours. C'est tout. Comme Sosten l'a dit, ça ne donne pas l'impression d'être en train de commander, mais ça donne juste l'impression que vous êtes quelqu'un en fait qui a besoin d'être situé sur les choses. Et ça, c'est quelque chose, c'est totalement normal. Mais en entretien, faut jamais se lever comme ça d'un entretien sans savoir quelle est la suite. Parce que vous-même, ça peut vous permettre de vous préparer. Si demain, ils viennent vous dire, ah non, il était prévu qu'on fasse un entretien avec DG, mais finalement, vous ne faites pas l'entretien avec DG, vous faites l'entretien avec telle personne, ça vous permet également de vous situer. Donc, voilà, je ne sais pas s'il a répondu à la question. Kantara, est-ce que c'est bon? C'est bon. Je suis très satisfait des réponses. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Alors, là, est-ce qu'il y a toujours des questions? Parce que les anneaux ont fini, hein. Mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des bras levés? Je vois pas de bras levés et tout. Donc, là, j'ai... Ok, donc... oui, j'ai Patricia qui a levé la main. Mais j'aimerais bien savoir, pour vous, quelle est en fait la durée minimale pour espérer avoir une réponse? Si vous étiez recruteur et tout, pour vous, c'est quoi? C'est 1 semaine, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines? À partir de quand il faut considérer que, bon, c'est mort? J'aimerais bien que chacun me donne son point de vue dessus. Donc, Patricia, là, tu as la parole. Bonsoir, désolé. Bon, je vais rebondir sur la première préoccupation, qui est la dernière préoccupation autant pour moi. Récemment, j'ai fait un entretien, justement. Le processus de recrutement a duré 6 mois. C'était en 6 phases. Depuis janvier, j'ai passé, je crois que c'était un test, février, 2, mars, 1. Bref, c'était vraiment structuré. Jusqu'en juillet, c'est en juillet que je passe le dernier test, je crois, en mi-juillet. En début août, je ne reçois pas de feedback. J'avais demandé à la fin de mon entretien à avoir un feedback et j'avais demandé la date. Quand est-ce que je dois attendre un retour de l'entreprise en question? Ils n'ont pas été précis, donc ils ont donné une période de 2 semaines.
Après 2 semaines, après 2 semaines, je recontacte l'entreprise. Ils me font comprendre que non, c'est pas encore bon. Après 3 semaines, pour ne pas trop paraître désespéré comme un ennemi vient de souligner, je contacte plutôt un autre candidat avec qui j'avais bien échangé lors du recrutement et tout. Il me fait comprendre que lui, il est passé à une autre étape. Effectivement, je vous raconte, c'était un choc. C'est vrai, ça faisait très mal. Imaginez après 6 mois et tout. Ouais. C'était un choc. Et ce qui m'a un peu fait mal, c'est le processus en lui-même était très corsé. Ça demandait beaucoup de préparation, beaucoup d'efforts de notre part. Après, c'est vrai qu'on est que des candidats, c'est vrai, mais je crois qu'on met quand même un minimum de respect. Après ça, l'entreprise ne nous a toujours pas fait jusqu'aujourd'hui. Je crois qu'on est en fin août. Ils nous ont jamais fait signe. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que moi, j'aime bien savoir pourquoi est-ce que je n'ai pas été retenue. Parce que ça me permet de savoir, ok, il manque un S à mon CV. Comment est-ce que je fais pour aller chercher ce S-là? 2 semaines, c'est-à-dire en mi-août, ce mois, ils m'ont contacté pour me faire savoir que ils m'ont contacté qu'ils ont un poste à m'offrir et que si je n'ai pas été contactée pour l'autre recrutement, c'est pour des problèmes internes. Bref, je m'en rappelle plus trop bien de la raison, ou alors c'est trop confidentiel. Et qu'ils ont plutôt un poste à me proposer et qu'ils m'ont contacté un mardi. Je devais répondre, je devais passer à l'entretien vendredi, je crois que c'est ça, pour le poste en question. Et le poste était vraiment ne cadrait pas avec mes compétences réelles, en fait. C'est ça. Donc, c'était un nouveau poste, c'était vraiment un truc. Mais étant une personne qui a une très grande capacité d'adaptation, j'ai dit pourquoi pas, si c'est en plus l'entreprise qui me contacte. Mais au fond de moi, je ne vais pas mentir, j'étais dérangée. J'étais un peu... Je ne connais pas le terme, mais je me suis dit... l'entreprise ne va pas assez respecter tout au long des 6 mois de recrutement. Est-ce qu'avec ce poste-ci, ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je me rappelle, en fin de l'entretien pour le deuxième poste, j'ai demandé un feedback. Et une des personnes présentes lors de mon premier entretien m'a fait comprendre qu'elle ne remarque pas, qu'elle a l'impression que j'ai changé. Honnêtement, j'ai voulu dire que c'est parce que je n'ai pas apprécié, en fait. J'ai voulu vraiment parler. Mais je me suis dit que non seulement c'était pas peut-être le bon environnement, parce qu'il y avait d'autres personnes qui ne me connaissaient pas, qui ne connaissaient pas peut-être l'histoire par laquelle je suis passée. Donc, il fallait que je puisse trouver le bon moment pour m'exprimer. En fait, je raconte tout ça pourquoi? Pour pouvoir poser la question. J'ai 2 questions. Est-ce que c'est bien quel est le comportement le plus adéquat? Est-ce qu'on doit paraître lors de nos entretiens humble? Parce que j'aimerais bien savoir. Est-ce qu'il faut être le plus humble possible? Ou alors il faut aussi un peu jouer sur son caractère arrogant? Parce que lorsqu'on est à la recherche de l'emploi, je parle de mon cas en général, j'ai l'habitude d'être humble. Donc de me montrer assez flexible, assez open pour le poste qui m'attend et aux suggestions de mes employeurs. Alors que lorsque vous échangez avec les réponses d'autres personnes durant ce live et tout, j'ai l'impression qu'il faut un peu plus être arrogant. Et s'il faut être arrogant, sur quel pas de danse est-ce qu'on doit... Vas-y, quoi. Ça, c'est une très bonne question. Ok. Avant que je donne la parole à Eric, je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue dans une entreprise où j'ai été. Alors, en ce moment, j'étais sous-directeur et je m'occupais de tout ce qui était développement de l'entreprise. Et donc, on fait un entretien pour recruter un chef comptable. Ceux qui sont de l'entreprise et qui sont dans le call reconnaîtront certainement l'entreprise. Mais on fait un recrutement pour chercher un chef comptable. Et donc, je propose 3 profils. Le premier, c'est un gars très bon, très expérimenté, très technique, mais qui, voilà, comme toi, Patricia, est très humble.
C'est-à-dire même dans son habillement, quand tu le regardes, il ne ressemble pas à un chef comptable. Et il y a l'autre qui est jeune, dynamique, très, très arrogant. Tu vois le genre, ouais, j'ai un biais. Tu vois le style comme ça et tout, qui vient et tout. Et quand on finit l'entretien, quand on a fini l'entretien du premier, il y a un des membres du panel qui a dit que non, lui là, non, il ne peut pas être chef comptable dans notre entreprise. Il ne ressemble pas à un chef comptable. J'ai dit oui, j'ai dit mais pourquoi et tout. Que non, lui, il ne ressemble pas à un chef comptable. Que lui, là, même la suite, il lui donne 400 000, même il est content. Alors que le gars, c'est pas du tout ça. Je précise qu'il était bien dans une multinationale et il touchait très très bien. C'est juste que quand tu le regardes, très honnêtement, j'ai envie de dire son humilité ne joue pas pour lui. Et l'autre, le jeune qui est venu, quand il est sorti, ils ont dit voilà, ça c'est un chef comptable. Parce qu'il était arrogant, il était dans sa mesure, il faisait ce qu'il voulait. Quand on lui pose une question, il dit non, lui, j'ai plus ce genre de truc-là depuis longtemps. Bref. En fait, pourquoi je te raconte ça? C'est que ça dépend de la culture, de l'entreprise et même du pays dans lequel tu es. Il y a des entreprises là où on valorise justement, j'ai envie de dire, la compétence. Et la compétence, le fait d'être arrogant, ça prouve que tu es sûr de toi. Voilà, ça c'est dans certaines entreprises. Dans certains pays aussi, quand on voit quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un justement qui est arrogant, on dit que oui, c'est parce qu'il connaît sa valeur. Donc, moi, ce que je te dirais, toi, c'est de connaître ta valeur, mais surtout de ne pas perdre tes valeurs. Ce matin, je pense que j'ai fait un post dessus. Il faut être authentique. Parce que si chaque fois tu dois, j'ai envie de dire, t'adapter dans les entretiens, à un moment tu vas te perdre. Il faut être authentique. Si tu es quelqu'un qui est naturellement arrogant, quand tu arrives en entretien, prends la pleine mesure de la culture de l'entreprise et tu adaptes ton arrogance à la culture de l'entreprise. Si tu vois qu'il y a certains points sur lesquels tu es obligé de taper du poing sur la table, il faut que tu tapes du poing sur la table. Mais s'il n'y a pas lieu de taper du poing sur la table, bon, tu continues, je sais pas, voilà. Mais tu dois connaître les valeurs sans toutefois perdre tes valeurs. C'est ça qui va te permettre d'être j'ai envie de dire, jouer sur les deux tableaux. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, je trouve. Et aussi une autre chose, c'est que il n'y a pas de délai vraiment pour un retour. Tu sais, ça c'est quelque chose que je déplore parce que en termes de retour d'expérience, ça dépend de l'école à laquelle le recruteur ou bien les ressources humaines sont allées ou bien le cabinet est. Donc en fonction de l'école, tu vas trouver des recruteurs qui vont t'appeler, qui sont très conviviaux. Tu as fini l'entretien, même quand le poste ne marche pas, c'est lui-même qui va t'appeler pour te dire « Ah, ça n'a pas marché, très honnêtement. En fait, ils t'ont préféré à quelqu'un d'autre parce que. » Il y en a aussi, quand tu as fini l'entretien, ils ne te raccompagnent même pas à la porte. Donc, ça dépend vraiment de la culture. Mais, comme j'ai dit, toi, tu as ton agenda, tu as ton calendrier, tu suis ton agenda, tu suis ton calendrier. Donc, je sens que beaucoup de gens veulent réagir à la question. Donc, je donne la parole à Eric et à Guy et aussi à Guéas. Donc, je vous fais tous monter. En attendant, un petit niveau par rapport aux éléments de réponse tout apportés. Je pense, de ma petite expérience, que le but, c'est pas forcément d'être arrogant, mais plutôt de dégager une certaine confiance en soi. Parce qu'on doit pouvoir faire une différence entre la confiance en soi qui vous rend assez à l'aise dans la discussion avec le recruteur, qui vous permet d'y mettre de l'humour et de lui dire, par exemple, que oui, qu'aujourd'hui, sur les tâches administratives, vous n'êtes plus à ça parce que vous êtes passé sur un autre pan du métier. Donc, c'est beaucoup plus la confiance en soi qu'il faut mettre en avant. L'humilité peut être en la faveur du candidat, suivant le type de recruteur qu'il a en face de lui, parce que les recruteurs sont des hommes. Nous avons des susceptibilités, nous avons des sensibilités. Lorsque je suis recruteur et que je suis de nature humble, et je me retrouve en face de quelqu'un d'humble, je serai porté vers lui, naturellement. Donc, quelque part, c'est de pouvoir juste mettre en avant la confiance en soi que nous devons dégager pour pouvoir montrer que oui, nous maîtrisons notre domaine et que nous sommes là pour faire un boulot. Je laisse la parole aux autres participants. Oui, mais Sosten, ce gars-là, il était arrogant. Hein. Non, lui, il était arrogant même. C'est pas... Ok, d'accord. Donc, Eric, tu as la parole.
Alors, oui, merci encore. Alors, comme l'a dit notre collègue, je n'aborderai pas cette question sous arrogant ou pas. J'aimerais tout d'abord dire que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quelles que soient vos qualités, quels que soient vos diplômes, quelle que soit votre expérience, quand vous venez en recrutement, votre job, c'est pas de vous dire « je veux être recruté ». Votre job, c'est de vous dire « comment est-ce que je peux donner envie à là où les personnes qui sont en face de moi de travailler avec moi. Comment je peux leur donner envie de travailler avec moi ?» Une fois qu'on a compris ça, derrière, il faut comprendre comment l'être humain fonctionne. Et tous les hommes et les femmes aiment les belles histoires. On aime tous les belles histoires. Et quand on est en recrutement, notre job, c'est également de raconter une belle histoire. Ce n'est pas de mentir ou de raconter n'importe quoi sur son CV. Non, ce n'est pas ça. On doit suffisamment connaître son CV, son parcours, les attentes du recruteur pour raconter une belle histoire qui va lui parler. Parce que concrètement, tout se joue dans les premières minutes. C'est comme quand vous visitez un appartement ou une maison. On a l'habitude de dire que la maison, vous l'achetez dans les premières secondes. C'est pareil. Quand un entretien commence, quand on vous pose, parce que on sait tous comment commencer un entretien, parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur vous? Et là, vous devez être en mesure de livrer votre belle histoire. Et livrer votre belle histoire, c'est aussi la livrer de manière structurée. Et pour lui raconter une histoire de manière structurée, il y a plein de méthodes, la méthode STAR, on peut en citer plein d'autres. Et j'insiste sur le fait de savoir romancer, raconter l'histoire de son parcours et pas seulement de manière mécanique. Et quand on a atteint ce degré de connaissance de son propre parcours et des attentes de son interlocuteur, et bien là, vous n'avez plus besoin de vous poser la question de l'arrogance, de l'humilité, parce que quand vous allez raconter votre histoire, il y aura tout dedans. Il y aura des arcs narratifs, il y aura peut-être même de l'humour, il y aura même des phases où vous serez capable d'exprimer de manière très fluide et très simple votre confiance en vous sans rentrer dans l'arrogance. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne vais pas aller plus loin pour d'autres qui vont intervenir, mais c'était le point sur lequel je voulais insister. Merci. Merci Eric. Ok. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Bonsoir monsieur Richard. Oui, je vous prends de coup et je vous déjà remercie pour la bonne recommandation dont de faire part tout à l'heure. Et moi, je voulais revenir sur un autre aspect des entreprises, parce que je parle aussi en tant que candidat. Parfois, on convoque les candidats à des entretiens d'embauche et on a l'impression que on n'a pas été annoncé au sein de l'entreprise. Ça veut dire vous arrivez, vous vous présentez soit à la guérite, en général chez les vigiles, et vous avez l'impression que vous n'avez pas été annoncé. On vous demande, vous êtes venu faire quoi? Vous dites, on nous a convoqués ici pour un entretien. Parfois, on vous répond que non, c'est pas ici, ou bien on vous envoie balader. Donc, c'est juste une recommandation. Le plus souvent, lorsque on attend des candidats dans une entreprise, il serait souhaitable de pouvoir annoncer leur arrivée aux premières personnes à qui ils auront affaire. C'est juste cette recommandation que je voulais porter. Parce que ça déstabilise souvent et ça donne une mauvaise image à l'entreprise. Merci. Je pense que c'est un apport assez qualitatif, un sujet qui se ramène toujours au RH que nous sommes, aux chargés de ressources humaines, quant à l'organisation et quant à l'expérience candidat. Je reviens encore sur les thèmes que nous mettons en place, parce que l'expérience candidat, c'est bien l'ensemble des interactions que nous avons depuis l'offre d'embauche ou l'offre de recrutement que nous faisons
que nous publions jusqu'à ce que le recrutement prenne fin. Pendant tout ce processus-là, nous avons aujourd'hui vraiment la lourde responsabilité d'insuffler une bonne dynamique et de bons ressentis aux candidats, de telle sorte que même quand à la fin du processus de recrutement, il n'est pas retenu et qu'il ait toujours envie de revenir travailler chez nous. C'est un sujet sur lequel nous ne cesserons jamais de parler. Et quand nous sommes dans un cercle fermé en tant que chargé des ressources humaines, c'est des sujets que nous abordons tout le temps. Il y a toujours des failles qui arrivent, d'accord, mais je pense que chacun aujourd'hui a compris qu'il est important de mettre en place tout ce système-là qui nous permet quand même de mettre le candidat qui vient vers nous assez à l'aise pour que le recrutement puisse bien se passer. Donc, c'est de pouvoir définir déjà la veille ce qui doit être fait, c'est que déjà la veille du recrutement, qu'on puisse envoyer la liste de présence des candidats qui doivent arriver au niveau du secrétariat ou bien si c'est au niveau de la guérite, de telle sorte que ces candidats-là, dès qu'ils arrivent, ils se sentent accueillis et qu'il y ait vraiment une trace. Donc, c'est quand même un sujet que nous avons à cœur et nous espérons que avec le temps, au bout des grands débats que nous faisons, avec les diverses conversations que nous avons les uns avec les autres en termes de partage d'expérience, ça va aller mieux de jour en jour. Effectivement, c'est vrai que c'est un sujet. On a l'impression que les RH, on ne parle pas beaucoup. Donc après, je donne la parole à Salomon, parce que je pense que ça fait la 3e fois qu'il lève la main. Mais effectivement, c'est vrai que les RH, on a souvent l'impression qu'on n'est pas impliqué en fait sur ces sujets-là. Mais vous savez que souvent, en tant que RH, on n'a pas forcément la même mise sur tous les process. Souvent même certains process de recrutement ne sont pas établis par les RH, ils sont établis par les QHSE. Et donc pour eux, le plus important, c'est comment mettre quelque chose qui est processé. Ils ne cherchent pas à savoir si est-ce qu'il y a une expérience pratique derrière en fait qui est vivable. Donc ça ne dédouane rien, ça ne fait rien. C'est vrai qu'il y a l'attitude aussi qui est dedans, mais franchement, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je pense que LinkedIn y est pour beaucoup de choses aussi, parce que beaucoup de gens ont parlé, beaucoup de gens se sont levés, beaucoup de gens ont discuté et beaucoup de pratiques sont changées. Donc, merci à vous. Surtout, ne changez pas. Continuez à dénoncer, continuez à parler justement de ce genre de choses-là pour qu'on puisse toujours avancer et puis faire progresser les choses. Donc, Salomon, je te donne la parole. Avant, dernière question. Ensuite, la dernière question, c'est celle de Toussaint. On va arrêter comme ça. Donc, Salomon, tu as la parole. Ok. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonjour, Salomon. Ok. Déjà, très ravi de faire partie de ce colloque. C'est la première fois déjà de voir le nombre de personnes et activités et le type de sujets qui sont abordés. Donc pour moi, c'est une aubaine et c'est très important. Déjà, chapeau à l'équipe Galian Tinto. Ma contribution justement à ce niveau, c'est moi, si vous avez je suis quelqu'un qui est plus orienté chantier, projet de construction. J'ai l'impression à suivre votre développé là, les approches sont totalement différentes. Déjà au niveau de quand on recrute pour un chantier, j'ai comme l'impression le CV il parle oui, mais après tout se passe comme a intervenu tout à l'heure un panéliste tout à l'heure, il a parlé des 15 premières minutes, tout se passe. Déjà comme pour nous on dit ça se passe au feeling parce qu'en fait les profils, généralement, sont compétitifs, ils sont identiques, c'est les mêmes. Donc, l'impression que tu donnes dans les 5 premières minutes définissent déjà, ça définit la suite du processus. Et maintenant, au niveau de la réponse, du feedback des recruteurs, là, pour moi, j'ai l'habitude de dire, selon l'importance du poste dans l'équipe du projet, le feedback est immédiat. Si le poste est un poste qui peut être couvert par quelqu'un ou quelqu'un a une pluridisciplinarité de capacité pour couvrir le poste, on va tarder à recruter selon les budgets, ainsi de suite. Mais si c'est un poste, je prends une équipe, par exemple, un poste de construction manager qui est un poste clé, ça va pas tarder. Mais si on a un poste, par exemple, d'assistant logistique,
on va traîner à recruter jusqu'à... On va traîner, par exemple, à recruter un assistant logistique, à recruter un manager, justement par rapport à l'importance et la criticité du poste. Donc, à ce niveau, moi, généralement, j'ai également ce timing souvent. Quand, dans un recrutement, ça tarde, je comprends qu'en fait, le poste n'est pas super urgent ou alors c'est pas un poste critique et ça définit même déjà la place que tu auras dans l'équipe, dans le projet. Donc, c'est des choses que je rencontre constamment et du coup, il y a une dame qui a parlé de l'orgueil, de tout ça. De toutes les façons, les recruteurs sont assez psychologues que dans les 3 premières phrases, ils savent déjà la personnalité que tu as. Tu n'as même pas besoin de démontrer ça. Dès que tu parles, les adjectifs que tu utilises, le ton que tu utilises quand tu parles, ils savent que celui-ci, c'est quelqu'un qui est très charismatique ou pas, ou c'est quelqu'un qui est orgueilleux ou quelqu'un qui est sournois. Donc, ça, c'était ma contribution au niveau de ce sujet. Et l'autre approche aussi, c'était au niveau de la discussion salariale. Il y a je vais dire une sale manie des RH. Ils ont l'habitude de demander, ils voient les prétentions salariales dans les demandes. Chacun note. Ils demandent parfois l'ancien bulletin de paie. Tu le donnes, mais après, ils te maintiennent dans un processus pour après te demander, peut-être te proposer 10 fois moins. Moi, j'ai tendance, ils se moquent de qui? Ils ont la fiche du poste qu'on va remplir. Quelles sont tes prétentions salariales? Généralement, on va demander plus ou on va demander la moyenne qu'on avait au précédent poste. Ils demandent même le dernier bulletin de paie, on le transmet. Ils te maintiennent dans le processus de recrutement. Et après, le jour où il faut parler argent, pour conclure, ils te proposent moins que ce que tu gagnais. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. J'ai déjà subi ça 2 fois et je n'ai même pas poursuivi le processus, j'ai raccroché. Donc, c'était un peu pour dénoncer un peu une sorte d'attitude. D'accord. Merci. Non, patron, déjà, on s'excuse. Je m'excuse au nom de tous mes confrères RH pour ce que tu as subi. Désolé. Mais, non, en fait, vous aurez l'impression que ça me fait rire, mais en fait, c'est pas que ça me fait rire, c'est juste que c'est quelque chose justement qui est très répandu. La question n'est pas forcément de vouloir maintenir la personne en bas. Mais pour certains postes, les RH aussi, il y a certains RH qui sont indexés par rapport justement à comment ils contrôlent en fait la masse salariale. Donc, l'idéal pour un RH, c'est de recruter et de créer ce qu'on appelle un effet de noyau. Ça veut dire qu'en principe, si tu recrutes à un poste et que par exemple quelqu'un est parti, que tu as recruté une nouvelle personne au poste, en principe, ta masse salariale doit diminuer, elle ne doit pas augmenter. Donc, c'est toujours dans cette optique-là de créer ce qu'on appelle l'effet de noyau que les recruteurs ou bien les RH proposent souvent des salaires inférieurs pour pouvoir commencer la négociation. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le salaire, on parle plutôt de négociation et de prétention salariale. Donc, c'est pour ça qu'il faut chaque fois toujours négocier. Ce qu'on te propose n'est pas forcément ce qu'on peut te donner. Et donc, pour éviter de se retrouver avec des enchères un peu trop élevées, certains RH, pas tous heureusement, commencent toujours par les salaires les plus bas. C'est-à-dire, ils vont te proposer en fait le salaire le plus bas possible de la grille. Donc, quoi qu'on dise, ça fait toujours partie de la grille, mais c'est juste que c'est peut-être le salaire le plus bas de la grille. Et il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on est face à une entreprise qui est ultra structurée, hyper structurée, avec des sales leaders vraiment bien établis et tout, qui est très rigide, et qu'on veut recruter quelqu'un qui vient d'une entreprise là où en fait la structure salariale est flexible et est souvent, j'ai envie de dire, orientée performance, c'est difficile en fait qu'il y ait un match, parce que la culture n'est pas la même. Quelqu'un qui est dans une entreprise là où cette année il fait 200 000 francs, il fait 200 millions de chiffre d'affaires, l'année prochaine il a 1 million, il ne peut pas avoir en fait la même largesse de négociation que quelqu'un qui est habitué dans une entreprise là où en 10 ans son salaire va augmenter de 100 000. Donc c'est vraiment une question d'école. Donc je vais te demander, Salomon, de pardonner. Vraiment, faut pardonner. On cherche la paix à ces RH-là, parce que c'est dans un souci d'optimisation et c'est dans un souci de vouloir, j'ai envie de dire, faire les choses bien.
Mais toutefois, justement, ce que je déplore, c'est cette tendance à, j'ai envie de dire, à quoi? Bon, je ne dirais pas humilier, mais à déshumaniser en fait le process de négociation salariale, parce qu'on le déshumanise de telle sorte que souvent même ça rentre dans les insultes, ça rentre dans les, j'ai envie de dire, voilà, les mauvaises expressions et tout. Donc ça c'est vraiment ce que moi je déplore. Je pense que la négociation salariale. Alors, si je peux rajouter un peu, pour clarifier un peu, on ne peut pas mettre dans un processus de recrutement au niveau des critères de recrutement, exiger par exemple quelqu'un qui a déjà eu à travailler dans un type de projet, avec un type de budget, avec un nombre d'équipes, un nombre de personnes dans une équipe, préciser le nombre d'années d'expérience dans un type d'environnement. En fait, les critères sont tellement restrictifs que le nombre de personnes, c'est très bas. Et après, tu te retrouves à être shortlisté. Et quand tu regardes même, le type d'interview que tu passes, c'est tellement rigide qu'après, on divise carrément ta proposition salariale par 2. C'est pas comme si on a dit, OK, tu avais 500 000, on te dit, OK, bon, nous, on propose 400 000. Non, on peut pas te dire quelqu'un qui a 500 000, on te propose subitement 150 000. Non, ça, c'est une insulte, comme je dis. Oui. Indirectement, je dis... Ça, c'est une insulte. Ça, je suis totalement... Salomon? C'est une insulte. Galiam, si tu permets, déjà, merci Salomon et désolé pour ce que tu as vécu. Je pense que nous devons déjà, dans un premier temps, percevoir la négociation salariale entre griffes comme un petit combat qui est mené entre le recruteur et le chercheur d'emploi, parce que le recruteur sera dans une dynamique d'optimisation des coûts. Donc, essayer de recruter la personne. Si le poste est à 500 000, si je peux avoir le travailleur à 300 000 et lui mettre une augmentation de 50 000 après 6 mois, je fais toujours des économies pour l'entreprise. Derrière, je le motive à travailler parce qu'il sait qu'il a une augmentation qui arrive. Donc, il y a cette petite guerre qui existe. Maintenant, derrière, il revient aux chercheurs d'emploi de prendre les dispositions pour ne pas se retrouver à demander une prétention salariale dans un premier temps qui ne cadre pas du tout avec ce qui est prévu, d'où l'importance de se renseigner sur les grilles de salaire internes de l'entreprise. Nous avons la possibilité aujourd'hui, qu'importe l'entreprise qui nous contacte, d'avoir une idée des fourchettes de salaire. On peut passer par des personnes interposées. C'est vraiment une fouille qu'on fait pour savoir quelle est la tranche de salaire qui va avec. Et lorsque moi je suis recruteur et que j'écoute Salomon pour un poste pour lequel j'ai prévu 1 million, Salomon est compétent, je le veux dans cette position-là, et il me demande 900 000 ou 1 million 200. Je vais peut-être commencer par lui proposer 600 000, 700 000, mais dans ma tête, je suis convaincu que la prétention salariale de Salomon cadre avec la fourchette que j'ai, avec la cagnotte que j'ai. Donc, il revient maintenant à Salomon de pouvoir être assez rigide, de pouvoir être ferme sur la valeur qu'il a aujourd'hui sur le marché et de ne pas céder. Donc, si on vous propose un salaire qui ne cadre pas avec ce que vous voulez, qui est nettement en deçà de ce que vous avez aujourd'hui, je pense que personne ne va quitter 1 million pour venir prendre 300 000 ni 500 000. Donc, c'est vraiment un travail qui va revenir à ce niveau aux chercheurs d'emploi de se renseigner sur la fourchette de salaire. Après, d'être ferme, de savoir que oui, pour le poste, voici ce qui est payé, voici ce que je veux. Et donc, si l'offre ne vous convient pas, je pense que la meilleure des façons, c'est de décliner, quoi. Oui, mais tu sais, justement, je rajoute encore un peu. Oui, c'est vrai que c'est un deal, c'est un échange avec le RH ou le recruteur. Mais oui. Et le gars, en fait, le monsieur, il n'a pas l'intention de te payer ce que tu as, en fait. Il veut la bonne personne, mais il veut à moindre coût. Il va te vendre autre chose. Plan de carrière et tout ce qui va avec, l'environnement de travail et tout ça. Mais au finish, tu te rends compte, parce que quand j'ai raccroché, il me renvoie une offre. Cette fois-ci, il à 2, après il va à 75. Il va à 75% de ce qu'il a demandé, mais de manière écrite. Il dit qu'il comprend que je suis quelqu'un de smart, il faut maintenant qu'on aille avec des preuves. Donc, si j'ai une réponse, je dois répondre dans l'offre. Je lui dis, mais attends, tu me demandes d'abord la moitié, après tu me renvoies à 75%. J'ai toujours pas répondu, il revient à 20%. Je réponds pas, j'étais concentré sur mon chantier. Après, il m'appelle, il me dit plutôt maintenant, ok, bon, c'est pour dire la vérité, on veut quelqu'un comme toi pour changer les choses, mais on n'est pas prévu de te donner
la même chose que tu gagnes même actuellement. J'ai dit, mais attends, pourquoi tu m'as appelé? Tu aurais vu ma proposition, tu as vu la prétention que j'ai demandé, il y avait un gars, c'est sûr. Mais maintenant, attends, tu sais bien ton budget, mais tu veux que je quitte mon boulot pour venir, tu sais pas, ce que tu as vendu, tu vois que ça ne passe pas. Mais tu m'as fait passer c'est le processus en fait. Tu imagines, vous imaginez, vous passez 4 mois vous passez peut-être un entretien, l'entreprise est au Pakistan, le recruteur est basé au Pakistan. Vous êtes au Mali dans un projet. Tu es au Mali, parfois c'est à 2h du matin que tu vas passer l'entretien. Tu discutes avec la personne, il te perd tout ce temps pour après te dire qu'il ne peut pas te donner ce que tu gagnes même actuellement. Ça veut dire qu'il te perd le temps en fait. Il se disait peut-être tu vas lâcher parce que tu as une rigidité, mais la perte de temps aussi en même temps. Je pense que je vois le point. Je vois le point essentiel. En tout cas, sur ça, il faut faire un mea culpa. Et je pense que justement, ça pose une question très essentielle. Hein. Je vais demander à chacun également de me donner son avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre la fourchette salariale dans les offres dès le départ? Donc, bon, Salomon, ça, je sais que tu es partant pour ça. Hein. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez qu'on doit normaliser? Si vous pensez qu'on doit normaliser, faites juste un pouce pour que je vois combien de personnes réagissent par rapport à ça. Et donc, d'accord, je vois qu'il y a beaucoup de mains. Ok. D'accord. Mais c'est un sujet qui est, j'ai envie de dire, ça porte un peu à polémique parce que chaque RH a un peu sa stratégie. Et en matière de recrutement, il n'y a pas de stratégie de recrutement toute faite. C'est surtout ça en fait qui est à la fois intéressant, dramatique et poétique aussi en même temps. Hein, parce que voilà, c'est un peu comme une danse. Trompe-moi si tu peux, c'est un peu ça. Voilà, et à la fin, comme je l'ai dit, dans une négociation, il y a forcément un perdant, toujours. Donc c'est toujours comme ça. Maintenant, Salomon, par rapport à ça, ce qu'on peut faire, personnellement même, c'est de mettre des garde-fous dès le départ. Ça veut dire que dès le départ, c'est de chercher à savoir le poste, c'est pourquoi on recrute, quel est le budget qui est prévu pour le poste. C'est une question qu'on peut poser dès le premier entretien. Quel est le budget alloué? Ils vont te dire entre temps et temps, et puis bon, si tu es quelqu'un comme, j'ai envie de dire comme moi, tu peux leur dire dès le départ, alors moi je gagne déjà comme ça et tout, je n'accepterai pas une offre en dessous de ça. Donc s'ils veulent t'éliminer dès le départ, qu'ils t'éliminent dès le départ et puis on va avancer. Donc là, je donne la parole à Toussaint, Mathieu, Namori, pour que, bon, on va malheureusement je ne pourrai plus prendre de questions. Donc, ce sont les derniers à intervenir. Donc, Toussaint, Mathieu et Namori. Donc, Toussaint, je pense que tu as la parole. Nous allons échanger à nouveau sur le relatif à la demande des fiches de paye, qui est vraiment sujet de discussion. Les candidats ne sont pas toujours à l'aise avec. Je pense que nous allons y revenir les semaines à venir. Allô, oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, merci Galian pour avoir organisé en tout cas ce débat. J'aimerais intervenir sur 2 sujets en fait. Le premier sujet c'est connaître sa valeur et puis le deuxième sujet c'est les retours sur entretien. Et je veux parler d'abord des retours sur entretien. Moi, par exemple, depuis le mois de juin jusqu'à présent, j'ai fait une trentaine d'entretiens. Il y a certains qui me sont revenus, d'autres jusqu'à présent ne sont pas revenus. Mais je crois bien que ce problème-là se pose plutôt avec des petites entreprises. Sinon, les grandes entreprises dans lesquelles moi j'ai passé mon entretien, lorsque tu n'es pas retenu, en tout cas, ils t'envoient un mail tout à l'heure pour te dire malheureusement, on ne peut pas continuer avec toi et tu sais déjà ton sort en fait. Il y a certains qui vont traîner. Dans mon cas, tous ceux qui traînent, ce sont des petites entreprises dans lesquelles j'étais parti faire l'entretien. Donc, je peux dire que ça relève de la culture de la culture des entreprises, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais ça fait très mal en fait. Ça fait très mal que tu aies perdu ton temps et que tu aies fait
le premier tour, deuxième tour, souvent même troisième tour, et que tu restes là, on ne te revient pas, on ne te dit pas ce pourquoi on n'a pas voulu continuer avec toi, afin que tu puisses te préparer pour les prochains. C'est vraiment frustrant. Et souvent, même quand cette entreprise t'appelle encore pour une deuxième fois, tu n'as même pas envie d'y aller parce que tu te dis, c'est les mêmes choses en fait. Exactement, je suis d'accord. Maintenant, le deuxième sujet, connaître ta valeur. Je vais raconter une anecdote, en fait, me concernant. En 2021, j'étais à Wave et j'ai été contacté par un proche qui voulait que je vienne développer sa marque. Plusieurs fois, j'ai refusé. Il m'a demandé plusieurs fois, il dit, là où je suis actuellement, je coûte un peu cher, en fait. Vu l'évolution de ton entreprise, je crois bien que pour que je vienne là-bas, c'est que je vais adopter un plan d'austérité. Oh, pourtant, moi, je suis pas prêt pour adopter ce plan d'austérité. Il m'a dit, non, viens, c'est une question de frais, tu me connais très bien. Donc, j'ai laissé, en fait, Wave. Et j'ai rejoint cette aventure. Mais jusqu'à aujourd'hui, je regrette en fait. Parce que c'était une entreprise où les gens n'étaient pas organisés. Quand tu donnes une stratégie, ils sont tout le temps en train de te dire non, nous sommes une petite organisation, on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela. Et tellement j'avais cassé mon niveau de revenu. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à bien négocier mon salaire par rapport au niveau que j'avais avant. Pour dire que connaître sa valeur est très important. Quand tu te positionnes dans un environnement, il faut connaître sa valeur. Il faut connaître, sa valeur marchande afin de pouvoir mieux négocier des contrats. Parce que si toi-même tu connais pas tes valeurs, les gens vont t'acheter à vil prix en fait. Donc voilà. Voilà ça un peu son intervention. Effectivement. Donc là, c'est vrai qu'on dit que si tu te vends à 5 francs, on te paye à crédit. Et c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Parce que sur le marché du travail, aucun recruteur ne sera complaisant avec vous et vous dit oui, de toute façon, tu as négocié, donc on va te donner. Non, ça, c'est des contes de fées. À moins que vous tombez sur un cabinet qui est payé en fait à la commission et qui veut que vous augmentez votre salaire parce que aussi ça les arrange. Mais généralement les entreprises, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est la guerre. Et une chose également qu'il faut retenir, c'est que en business, il n'y a pas d'amitié. On peut être amis, on peut être des frères depuis qu'on est petit, on se suit, on avance ensemble, mais à partir du moment où on rentre dans le business, il n'y a plus d'amitié. Si très honnêtement, je sais que là où je suis, je ne peux pas descendre à ce niveau-là parce que j'ai passé ce niveau-là. Tu peux même lui recommander un petit qui va venir gérer le truc et puis toi tu coaches le petit en fait. Mais en faisant ça, non seulement tu as diminué ta valeur, mais tu as également, en fait, c'est comme si tu viens, j'ai envie de dire, tu as une Toyota Land Cruiser avec un moteur de Toyota RAV4. Forcément, à un moment, la voiture même ne va pas suivre. Et c'est comme ça. En matière de coaching, il y a également ton niveau spirituel qui est important. Parce que quand tu as déjà un certain niveau, tu ne dois pas te permettre de descendre. Parce que quand tu descends, ça affecte même ta vie personnelle. Donc, c'est vrai que ça fait mal de souvent dire à quelqu'un, oui, je suis désolé, mais je ne peux pas. C'est vrai qu'il y a certaines offres, peut-être c'est l'entreprise de nos rêves, mais ce que l'entreprise nous propose pour l'instant ne nous arrange pas. On n'accepte pas. Parce que après, c'est des pleurs. On pleure après. Mais bon, voilà, il faut toujours refuser. Moi, pour vous donner une anecdote, il y a une entreprise là où on m'avait proposé de rentrer en tant qu'assistant. À l'époque, ça ne m'arrangeait pas parce que là où j'étais, je gagnais déjà mieux que ça, de loin et tout. Mais ça m'a fait mal parce que c'était mon entreprise de rêve. J'ai toujours voulu travailler pour eux et tout. Mais après 3 ans, 4 ans, ils m'ont rappelé pour un autre poste et tout. Mais ce qu'on m'a donné, c'était totalement différent de ce que je pouvais même imaginer avoir en fait. Et ça, là, j'ai accepté parce que c'était à mon niveau, c'était ce qui me correspondait. Et franchement, c'était ma plus belle expérience, pour ne pas dire l'une de mes plus belles expériences. Mais c'est comme ça en fait. Donc,
Rapidement, Mathieu. Allô, Galian, oui. Je veux ajouter quelque chose par rapport à connaître sa valeur. Là. Il y a une entreprise tout récemment qui m'a contacté. D'abord, ils ont commencé à dire qu'ils voulaient un responsable commercial régional. Après, on passe les entretiens, on arrive à la dernière étape. Et le gars, il me contacte, il dit, tu vois, Toussaint, dans notre organisation, comme tu es nouveau dans notre domaine d'activité, on souhaiterait que tu commences d'abord en tant que commercial et après tu vas... Et j'ai dit, mais pourquoi je commence en tant que commercial? Je suis pas très bien placé pour vous pour être responsable régional commercial. Ils me disent non, c'est pas ça, que c'est notre déontologie interne. J'ai dit, mais bon, votre déontologie ne répond pas à mes aspirations. Déjà, moi, je vois ma carrière autrement. Vous allez venir me faire régresser, aller devenir commercial. Et pour vous, ça vous arrange. Mais moi, ça ne m'arrange pas, en fait. Et à l'entretien, il avait posé une question comme quoi, comment dirais-je, à quel salaire tu n'aimerais pas travailler? Je lui avais dit en son temps que non, je connais pas d'abord les attentes du poste, je connais pas les besoins, donc je peux pas me prononcer sur un salaire. Néanmoins, je connais déjà ma valeur actuelle qui est exprimée en temps. Il m'a dit non, faut dis-nous un salaire auquel tu pourras même pas t'engager. J'ai dit ok. Je lui ai dit juste un montant comme ça pour pouvoir soulager en fait sa curiosité. Et à notre dernier entretien, il me dit que comme c'est le plus bas salaire, j'avais dit, donc c'est le salaire qu'ils peuvent me proposer. Il dit non, c'est pas comme ça se passe. Tu m'as posé une question, tu dis comment dirais-je, tu as même insisté, j'ai dit non, je voulais pas dire parce que je connais pas les attentes, les besoins du poste. Tu me poses, donc c'est un piège, tu m'étendais en fait. Il dit non, comme tu as dit, c'est ce salaire-là auquel tu ne pourras pas travailler. Voilà la raison pour laquelle nous on te propose. Donc, toujours dans ce élan-là pour dire, il faut connaître sa valeur. Il faut refuser souvent certaines choses car ça ne nous arrange pas. Ça va faire mal, mais bon, on va toujours trouver quelque chose d'autre. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, Mathieu, mon confrère RH, vous avez la parole. Oui, merci Galiam. Merci de me passer la parole. Je suis ravi d'avoir écouté ce qui se dit là parce que je crois qu'on tend bientôt vers la fin. Je vais donc être bref. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites, mais s'il faut réagir à tout, ça va être très long. Donc, je vais uniquement parler de négociation salariale. Mais avant d'y arriver, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Salomon. Juste pour lui dire que dans la fonction RH et dans le métier RH, il y a beaucoup, je vais dire d'apprentis, je vais dire ça comme ça. Beaucoup de non-professionnels. Ouais. Ce métier est souvent le déversoir des gens dont on ne sait plus trop quoi faire. Quand on ne sait pas trop là où vous casez, on se dit, bon, il est au RH. Et puis, il va bien se débrouiller là-bas. Donc, ça justifie parfois le manque de professionnalisme qui est observé dans cette fonction-là, dans ce métier-là. Voilà. Maintenant, on ne va pas non plus s'auto-flageller. Hein. Il y a des mauvaises pratiques en RH comme il y a des mauvaises pratiques dans le bâtiment, dans n'importe quelle autre fonction. Mais l'honnêteté nous recommande d'admettre que oui, dans notre métier, il y a pas toujours des gens qui savent de quoi ils parlent. Maintenant, parlant de négociation, Galiam, moi j'ai l'impression que Sosten et toi-même l'avez plutôt abordé sous un angle un peu pessimiste, si je puis dire ça comme ça. Parce que quand je t'entends dire que il faut un perdant dans la négociation, je dirais non. Et surtout pour nous, RH, l'objectif n'est pas de faire en sorte que le candidat soit perdant. Bien au contraire. Bien au contraire. L'objectif, c'est de faire en sorte que le candidat soit gagnant et que l'organisation soit également gagnante. Donc, en réalité, la bonne négociation, c'est celle où les deux parties sortent gagnants du processus. Et c'est possible.
ma victoire, entre guillemets, dans la négociation n'est pas forcément ta défaite. Et vice-versa. Et c'est là où la négociation salariale est intéressante. Et j'ai bien aimé ton image, Galiam, tu as imagé la négociation salariale un peu comme un tango, n'est-ce pas, si je me souviens bien. Oui, c'est un peu un pas de deux que nous faisons jusqu'à ce que nous trouvions notre point d'équilibre. Et le tango est intéressant quand les deux parties trouvent ce point d'équilibre-là. Comme ça, personne ne tangue, justement. C'est vrai. Non, je suis totalement d'accord avec le point de vue qui est défendu. Lorsque je dis qu'il faut forcément un perdant, ce n'est pas dans la question de je dois forcément dominer l'autre. Mais ça veut dire que forcément une personne fera plus de concessions que l'autre. Et la personne qui fera le plus de concessions, ça sera toujours en fait le candidat. Dans des cas très rares, il peut arriver que ce soit l'entreprise qui fasse des concessions pour le candidat. Mais ça dépend maintenant de la structure de l'entreprise. Si on est dans une structure qui n'est pas, j'ai envie de dire, verrouillée, là, elle peut se permettre de faire certaines entorses. Il arrive, j'ai même vu des entreprises se saigner en fait pour prendre un candidat. Mais si tu veux intégrer une multinationale, si tu veux intégrer une ONG, si tu veux intégrer un organisme international ou ce genre d'organisation-là, ou même un cabinet international, il y aura forcément, j'ai envie de dire, des concessions non intéressantes que tu vas devoir faire sur certains points. Surtout si, par exemple, tu viens d'un autre milieu et que tu arrives dans un autre milieu. Par exemple, quelqu'un qui quitte le BTP pour aller, par exemple, dans les ONG, quand il va arriver, il y a certaines choses qu'il va constater. Mathieu, tu as la parole encore. Il y a certaines choses qu'il va constater qui ne sont pas, par exemple, de son domaine qu'il pouvait faire et qui ne l'arrangent pas. Donc, pour moi, je considère ça comme une perte en soi. Donc, c'est plutôt de ce point-là que je parle. Oui, j'ai un peu capté ta conclusion. Oui, bien sûr que dans ce processus-là, il faut faire des concessions, mais avant d'arriver au processus, avant d'arriver à la négociation, finalement, le recrutement, c'est une rencontre d'intérêt, n'est-ce pas? Mon intérêt coïncide avec le tien et on se met ensemble pour discuter des termes de notre collaboration. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant. Si, en tant que RH, mon seul souci, c'est de réduire mes coûts, alors j'ai tout faux. Non. Et moi, c'est cette vision pessimiste des RH que je veux combattre. C'est-à-dire que si les RH veulent aujourd'hui s'asseoir à la table où se prennent les décisions, les RH doivent se voir comme des créateurs de valeur. Exactement. Et non simplement des gens qui sont là pour maîtriser les coûts, pour réduire les coûts, pour faire qu'on paye un expert le plus bas possible, sans considération, par exemple, de sa valeur sur le marché. Parce qu'on se dit qu'on a une marge pour jouer avec l'effet de Noria dont tu parlais. Non. Moi, je crois que les RH ont de valeur en disant, si j'engage Salomon, c'est pour son expertise, parce que Salomon va me faire gagner tant. Si on n'est pas dans ce cercle vertueux-là, c'est pas la peine que j'aille chercher Salomon. C'est ça. Mais si on se met à la table où se prennent les décisions, en se faisant tout petit, en étant rabougri, je pense que la crédibilité que nous cherchons, la place que nous cherchons, on ne l'aura jamais. On ne l'aura jamais. Moi, par exemple, il y a une réflexion depuis plusieurs années qui me passe dans la tête, mais je n'ai pas encore su comment la matérialiser. Je prends un exemple. Quand on fait une dépense en formation, il y a peut-être des comptables là, je sais qu'ils vont bondir au plafond. On la met comme un coût. Exactement. Maintenant, quand on achète un photocopieur, on dit quoi? C'est un investissement, n'est-ce pas? Exactement, ça c'est un capex. Et pourquoi? On me dit, ah non, c'est des normes. C'est une norme. Quand je dépense de l'argent pour une formation, c'est un investissement. Tu vois un peu? Exactement. C'est la même dépense,
mais c'est la perception qui change. À partir du moment où le general manager ne voit cette dépense-là que comme un coût, il va toujours falloir que tu batailles pour obtenir l'argent, pour former les gens. Mais s'il voit ça comme un investissement, le même investissement qu'il fait sur les photocopieurs ou bien sur les machines qu'utilise Salomon, à ce moment-là, il sera enclin à lâcher le budget. Voilà. Donc c'est un peu le mindset pour moi. Pour nous, RH, c'est le mindset qui doit changer. Voilà, c'était ma petite contribution. Merci Mathieu, merci pour ton apport qui ressente le débat sur le travail de changement de façon de penser, de façon de fonctionner, de mindset qui doit être celui des chargés de recrutement, celui des managers RH et tout. Je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. Nous savons, comme on le dit souvent, que aujourd'hui nous avons deux types de recruteurs et de RH qui existent dans nos entreprises. Des gens qui n'ont pas forcément la formation qui sont arrivés dans le métier par la force des choses. Et après, nous avons des recruteurs assez classiques et qui se veulent désormais modernes. Je pense que c'est des réflexions que nous devons poursuivre déjà dans le cercle RH pour ce changement de mindset-là. Je pense également que nos idées et les manières de penser convergent. Galiane a su mettre le point sur l'élément de guerre dont il parlait tout à l'heure. C'est un sujet sur lequel nous allons revenir souvent, faire en sorte que ce changement de mindset-là puisse s'opérer au sein des RH, de telle sorte que notre rôle de jouer entre les attentes contradictoires des deux parties puisse vraiment pas aller en défaveur du chercheur d'emploi que nous recrutons, mais plutôt recruter la bonne personne qu'il faut avec le salaire qu'il faut. Je tiens également à te remercier pour tout ce qui est des chercheurs d'emploi. Du moment où le mindset n'est pas encore totalement changé, le conseil que je donne toujours, c'est de pouvoir prendre le temps de se documenter sur l'entreprise, de savoir quelles sont les fourchettes de salaire qui existent dans l'entreprise pour ne pas être victime de ces types de recruteurs-là. Merci Salomon. D'accord. Alors, je pense que là, on va arrêter parce qu'on est à 2h30. Franchement, c'est très passionnant. Je suis tellement ému que Allo RH ait autant d'intérêt en fait pour les gens. Franchement, si vous aimez ce format-là, dites-moi, on verra comment toucher le plus de personnes possible. Franchement, c'est un honneur pour moi en fait. J'ai envie de pouvoir poser ce genre de débat-là, ce genre de plateau pour permettre aux gens de pouvoir s'exprimer. Parce que moi, dans ma vision des ressources humaines, c'est vraiment les ressources humaines qui sont coachs, c'est les ressources humaines qui sont développeurs de talents, c'est les ressources humaines en fait qui sont là pour aider les gens et non pour profiter des gens. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui on parle de capital humain. Et pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui il y a la finance pour les RH qui existe. Là où c'est un peu plus complexe, mais on est capable de calculer en fait le retour sur investissement lorsqu'on fait un recrutement. On est capable de calculer maintenant le retour sur investissement lorsqu'on investit en quelqu'un. Donc, c'est des formations qui sont disponibles, qu'on fait chez nous à IntoWork. Mais déjà, ce que moi je voudrais dire, c'est que en tant que j'ai envie de dire, candidat, en tant qu'employé, en tant que collaborateur, il faut surtout garder à l'esprit que les ressources humaines, c'est un sacerdoce. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'il faudra retenir. Et j'ai envie de dire que c'est souvent en voulant tellement bien faire les choses qu'on les fait très mal. Mais l'idée, c'est toujours en fait de créer de la valeur ajoutée, que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit pour les employés. Bien des gens créent plus de la valeur pour l'entreprise parce que c'est ce qui est le plus simple à développer. Mais les grands RH, ceux que je connais, Sylvain Da, Sergio Caboré, ceux-là qui sont au Burkina et tout, c'est des gens qui avant tout, ils créent de la valeur pour les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental en fait, parce qu'à la fin, ton entreprise sera ce que tu as décidé qu'elle sera. Si tu as décidé que non, tu vas te donner pour développer, faire monter les gens en compétences, l'entreprise sera ce que toi en tant que RH, tu auras décidé. Et donc, en tant que collaborateur, c'est de comprendre ça et de savoir se situer
j'ai envie de dire, de part et d'autre. Si tu vois que là, les intérêts des ressources humaines, c'est plus vers le côté de l'entreprise, c'est de faire le jeu et puis de voir si est-ce que ça m'arrange, jusqu'à quel point ça m'arrange ou pas. Donc, franchement, je dis merci beaucoup à tous. Très honnêtement, je suis très honoré. Je pense qu'on va continuer avec ce format-là, là où on permettra aux gens de pouvoir mieux s'exprimer. On va, j'ai envie de dire, travailler sur la durée pour limiter au maximum la durée, parce qu'à un moment, quand c'est trop long, ça devient moins intéressant. Pardon, je m'excuse. Voilà, mais franchement, merci beaucoup à vous. Et pour conclure, je dirais tout simplement que alors RH pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, on se retrouve samedi, parce que demain il n'y a pas d'entretien avec un dirigeant. C'est chaque 2 semaines. Donc, on se retrouve samedi pour le grand débat avec mon ami de toujours, Jean-Eudes. Et pour un débat encore plus passionnant sur cette fois-ci un thème qu'on aura choisi. Donc, Sostène, je te laisse clôturer. Merci Galiane, merci à tous les participants. Je pense que Allo RH vient à point nommé à une période où la plupart des travailleurs se posent des questions sur leur carrière, sur comment est-ce qu'ils doivent marcher en entreprise, et cela rejoint le rôle qui doit être aujourd'hui le nôtre en tant que RH, celui de booster la performance des entreprises via le bien-être des collaborateurs. Donc notre rôle il est vraiment d'aider nos collaborateurs, d'aider tous les chercheurs d'emploi à grandir, à définir un plan de carrière et à aller de l'avant pour le plein épanouissement de leur vie. Je pense que Allo RH et le grand débat se dédie à cela. Nous allons dire à très bientôt.